L'essence de l'homme, vaste question comme d'autres l'auraient dit, ou auraient pu le dire. Le concept d'essence, alors de l'humain ou de toute autre chose, n'est-ce pas, recèle quand même une composante d'idéal, une composante d'universalité. Tous les êtres humains sont censés la partager, une composante de permanence dans le temps. Et alors, si on veut l'appliquer à l'humain, on pourrait l'entendre tantôt comme ce qui différencie l'être humain de toutes les autres créatures, les traits particuliers que nous serions seuls à posséder depuis que nous existons et tant que nous existerons. Mais on pourrait également dire que c'est la nature de l'être humain dans le sens d'un ensemble de traits, éventuellement, pour certains de ces traits partagés avec d'autres créatures, l'originalité humaine, notre originalité, reposant alors sur les modalités qu'elles peuvent prendre. Par exemple, le langage, qui existe chez certains animaux, mais naturellement, de loin pas avec le raffinement du nôtre. Quoi qu'il en soit, je pense personnellement que l'essence de l'humain est une notion à manipuler, passez-moi l'expression, avec des pincettes. Tout d'abord, à cause de sa connotation d'idéal, de fixité, de référence. Or, déjà, nous ne savons pas exactement quand ni sous quelle forme exacte notre espèce est apparue. Et nous aurions même en nous quelques gènes de Néandertal. Donc, ensuite, c'est une notion qui me paraît personnellement dangereuse parce qu'on peut toujours être tenté de la décliner à l'infini. Ainsi, pourquoi pas une essence masculine et une essence féminine? Il faudra les hiérarchiser après. Pourquoi pas une essence pour les habitants de chaque pays, l'art d'être français par exemple? Pourquoi pas une essence particulière à certaines familles qui auraient le sang plus bleu que d'autres? Et on peut également se poser la question, est-ce que les premiers de cordée sont de la même essence que les gens de rien? À lire certains journaux, c'est une opinion que certains ont. Donc, la notion de sens prise dans ce sens pourrait bien servir à un jeu identitaire, c'est-à-dire la recherche d'une pureté qui naturellement ne sera jamais atteinte et qui n'en finirait jamais d'exclure. Cette notion qui me paraît quand même assez délicate vis-à-vis du symbole de l'édification du temple d'une humanité harmonieuse. Alors la position que je défendrai, c'est qu'il n'y a pas une essence humaine, mais un ensemble de caractéristiques actuelles qui différencient les humains des autres êtres vivants, mais susceptibles d'évoluer, et la nuance me semble importante. Le 20 mars 2006, lors d'un colloque de l'UNESCO intitulé, je cite, « L'espèce humaine peut-elle se domestiquer elle-même ?» Le directeur général, Koichiro Matsuhara, déclare, je cite, « Pour la première fois de son histoire, l'humanité va devoir prendre des décisions politiques de nature normative et législative au sujet de notre espèce et de son avenir. » Donc, s'il y a une essence humaine, sa définition est relativement, c'est un oxymore pratiquement, l'essence humaine, notre nature profonde, serait de nous transformer en permanence. Comme l'écrivait Edgar Morin, « Ce sur quoi s'achève l'humanisation, c'est sur l'inachèvement définitif, radical, créateur de l'homme. » Mais naturellement, qui dit inachèvement créateur dit également choix, et qui dit choix dit responsabilité. En tant que francs-maçons, nous avons une mission de vigile. Et la fonction de vigile est de regarder au loin. Si l'essence de l'humain est d'être le moteur de sa propre évolution, comment cette essence est-elle susceptible d'évoluer? À examiner certains signes, il me semble que nous, humains du début du XXIe siècle, nous pourrions partir, mais peut-être pas tous ensemble, c'est bien là le problème, dans plusieurs directions qui pourraient nous modifier considérablement. Ainsi, nous pourrions dériver le long d'un axe qui nous emmènerait d'un côté à la rencontre de l'animal, de l'autre à la rencontre de la machine. Mais également le long d'un autre axe qui verrait d'un côté nos capacités se dégrader considérablement, tandis que de l'autre, elles pourraient augmenter. En quelque sorte, l'avorton, je justifierai ce terme un peu plus loin, contre le surhomme. Je ne sais pas si ces évolutions pourraient altérer l'essence de l'homme, mais elles pourraient engendrer des clivages profonds dans la structure de notre humanité. Nous allons les examiner, tenter de mettre en évidence certains problèmes philosophiques et maçonniques sous-jacents, en prenant toute la mesure de ce que déclarait Jacques Monod en 1970, je cite, « L'alliance ancienne est rompue.
L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a surgi par hasard, non plus que son destin, son devoir n'est inscrit nulle part, à lui de choisir entre le royaume et les ténèbres. Alors, regardons tout d'abord l'axe qui pourrait nous emmener d'un côté vers l'animal, de l'autre vers la machine. Alors vers l'animal. Du côté animal, la frontière entre l'homme et l'animal tend en ce moment à devenir légèrement plus floue qu'auparavant, et ce pour au moins deux raisons. La première, des données scientifiques mal digérées, et d'autres, des progrès biomédicaux objectifs, eux. Alors, les données scientifiques mal digérées, l'éthologie, c'était ma spécialité, nous a montré que certains animaux possèdent un langage, qu'ils sont capables de fabriquer et de transformer des outils. Certains ont une conscience d'eux-mêmes, ils sont capables d'intentionnalité, capables d'empathie, et parfois font preuve d'un sens politique élaboré. Toute capacité que l'on pensait réservée à l'humain il n'y a pas si longtemps que ça, ce qui montre, en passant, que la notion d'essence de l'humain, lorsque nous tentons de nous l'appliquer, est susceptible de varier. Mais, dans le fond, ces capacités animales, elles n'ont pas à nous étonner. Nous avons des ancêtres communs, et dans toutes les familles, les cousins partagent un certain nombre de caractéristiques que leur ont léguées leurs grands-parents communs. Mais depuis la bifurcation, les chimpanzés nous ont quitté la lignée des chimpanzés il y a entre 6 et 7 millions d'années, ce qui est assez récent finalement, mais ça fait quand même 6 à 7 millions d'années. Depuis la bifurcation, chaque rameau a vécu sa vie propre et l'écart s'est accru. On ne peut donc pas vraiment dire qu'il y a continuité lorsqu'il n'y a que parenté. Ce qui, en passant, réduit un petit peu les justifications des théories antispécistes, qui se basent, elles, sur une soi-disant continuité. De notre côté, du côté humain, nous avons eu, pour je ne sais quelle raison, quelques modifications de nos gènes architectes, quelques gènes, mais très importants, qui nous ont conféré, entre autres, un cerveau très immature à la naissance et doté d'une immense plasticité qui dure toute la vie. Question, est-ce qu'une somme d'amélioration quantitative, incrémentale, on pourrait dire dans un autre langage, simultanée dans différents domaines, le langage, les outils, etc., peut aboutir en fin de compte à une différence qu'on pourrait qualifier de qualitative? Oh, c'est un peu l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Hein. Alors, personnellement, vu le gouffre qui nous sépare de nos plus proches cousins, j'aurais tendance à croire que dans le cas présent, la réponse soit oui, et que la discontinuité est maintenant avérée. Discutable. Mais le rapprochement, entre guillemets, hein, on n'est quand même pas encore à la fusion animal-homme, nous vient quand même aujourd'hui de la biologie, et il s'agit par exemple des techniques de transgénèse, qui incorporent des gènes animaux à notre génome, ou l'inverse. Par exemple, une étude parue le 27 mars 2019, donc il y a 2 mois, hein, montre que l'incorporation d'un gène, le MCPH1 humain, dans l'embryon de macaque, modifie le développement du cerveau de ce macaque dans le sens de celui du cerveau humain. Et cela s'accompagne de meilleures performances cognitives. Réfléchissons à ce qui s'est passé. On a pris un gène humain, en quelque sorte, on a remonté le temps jusqu'à la bifurcation, puis on s'est engagé sur la voie du macaque, mais en lui conférant des capacités humaines. Ce n'est pas inintéressant. Mais bon, il y a également, surtout, toutes les techniques qui mènent à l'obtention de chimères embryonnaires, animal-homme. Rappelons que Homo sapiens, nous, étant une espèce, il ne peut s'hybrider naturellement avec les représentants des autres espèces. Par exemple, dans la chanson de Georges Brassens, le gorille aurait très bien pu choisir la vieille dame. Et même en oubliant son âge, de toute façon, leur union n'aurait pas été féconde. Mais l'intérêt de la recherche fondamentale ou appliquée, fondamentale par exemple pour mieux comprendre les mécanismes du développement, appliquée pour comprendre l'origine de certaines pathologies, voire la pénurie des donneurs d'organes pour certaines greffes, conduisent actuellement les chercheurs sur le chemin de l'humanisation, entre guillemets, d'embryons humains. Par transplantation, on prend des cellules souches humaines, on les met dans des embryons animaux à tout début de leur développement. Ça fait plusieurs années que c'est en route. Il y a des résultats extrêmement prometteurs dans ce domaine. Naturellement, les comités d'éthique sont sur les dents, ça se comprend, hein, parce qu'ils demandent en particulier que dans ce genre d'expérimentation, on évite l'émigration
de cellules nerveuses humaines vers les cerveaux d'embryons animaux, vous imaginez, ou les cellules embryonnaires humaines vers les organes reproducteurs de l'animal. Ce sont les deux principales lignes rouges qui sont mises, il y en a quelques autres. Alors toujours sur cet axe, maintenant, mais de l'autre côté, hein, vers la machine, nous assistons, Christophe Abbas le développe très bien, hein, à un double mouvement, à une mécanisation des humains, une humanisation des machines. Vers la machine, par exemple, il y a le domaine des soins, les implants. Hein, les implants divers, les prothèses sensorielles qui contiennent de plus en plus d'intelligence artificielle. Dans ces cas-là, les apports techniques ne changent pas les états mentaux des utilisateurs, à part la joie qu'ils peuvent ressentir à être en meilleure santé. Mais en revanche, si le couplage du système nerveux humain et de la machine était susceptible de modifier la conscience d'un individu, ce serait nettement plus grave. Surtout si l'ordinateur était connecté à Internet, vous imaginez. Les biobots, hein, les insectes implantés contre la distance dans leur déplacement, existent déjà. Alors naturellement, chez l'être humain, sans remettre en question naturellement les bénéfices en termes de santé, hein, pas question. Par exemple pour la maladie de Parkinson, pour les troubles obsessionnels compulsifs, etc. Les observations commencent à s'accumuler depuis plusieurs années à propos des changements de personnalité induits par des stimulations cérébrales profondes chez certains patients. Par exemple, on trouve dans la littérature ce cas d'un patient atteint d'une maladie de Parkinson qui avait été implanté d'électrodes profondes dans son cerveau, et puis suite à l'intervention, sous l'effet des stimulations, le patient qui était, disons, de conditions modestes et sans histoire, hein, devint complètement euphorique, contracta un tas d'emprunts aux banques, acheta plusieurs maisons, plusieurs voitures, eut des accidents, et je ne vous parle pas d'un comportement vis-à-vis des dames qu'on pourrait qualifier de singulièrement désinhibé, et il a fini devant le juge, naturellement. Le juge ordonna l'arrêt de la stimulation, et le patient, ayant retrouvé ses esprits, alors on se demande ce qu'il faut dire exactement, hein, eut beaucoup de mal à admettre, complètement incrédule que c'était lui qui avait fait tout ça. Alors, naturellement, bon, maintenant il faut quand même relativiser les choses, le contrôle de nos consciences à distance par des pirates informatiques, c'est pas pour demain. Pourquoi? D'abord parce qu'il est plus facile d'agir sur les comportements en passant par d'autres voies beaucoup plus soft. Rappelez-vous comment on a pu modifier les résultats de quelques élections ces temps-ci. Hein. Pas besoin d'implanter les gens, il suffisait de les influencer par quelques réseaux sociaux et une bonne intelligence artificielle qui avait bien détecté quelle cible et ce qu'il fallait leur dire. Hein. Ceci dit, lors de la 12e conférence internationale sur la sécurité globale qui s'est tenue à Londres en janvier de cette année, le hacking des implantations biomédicaux a été évoqué. Je vous cite un extrait de la conclusion d'une des présentations. Je cite. La sécurité des dispositifs médicaux doit faire l'objet d'une enquête approfondie dès maintenant, avant que cela ne devienne la prochaine forme de cyberterrorisme, avec l'augmentation de la disponibilité des informations et l'augmentation du nombre de pirates informatiques malveillants. La sécurité des dispositifs médicaux dans son ensemble devrait être primordiale. Bon, dans l'autre sens, maintenant, les robots viennent à nous, hein, les machines, en quelque sorte, s'humanisent. Et là, face à ces machines dont Laurence vous parlera beaucoup plus longuement tout à l'heure, nous avons quand même une position un peu ambiguë, parce que, quelque part, nous aimerions bien qu'elles deviennent plus autonomes pour les services qu'elles pourraient nous rendre, mais d'un autre côté, nous craignons cette autonomie pour les dangers qu'elles pourraient représenter. Hein. Bon, inutile d'insister sur les services que les robots pourraient nous rendre. Un seul exemple de circonstance pour ce soir, si les véhicules autonomes, s'ils voient le jour un jour, ils permettront à de nombreux francs-maçons âgés de continuer à fréquenter l'horloge, ce qui n'est quand même pas négligeable. Hein, voilà. Donc, pour mémoire, je citerai simplement que même si ce n'est pas pour demain, l'arrivée des robots pourrait avoir des conséquences importantes pour notre socialité, dans le domaine du travail, qu'en général, il faudra éviter que ce soit l'humain qui tombe au service des robots. Hein, je n'en dirai pas plus. Alors maintenant, voyons le deuxième axe, celui qui pourrait nous emmener d'un côté vers l'avorton, de l'autre vers le surhomme. L'avorton. Je conçois que ce terme puisse choquer. Maintenant, ceux qui ont lu Le meilleur des mondes, d'Huxley, se souviennent que dans ce roman, les avortons, justement, c'est de là que j'ai pris le mot, hein, proviennent d'embryons humains que l'on a régulièrement privés d'oxygène et d'aliments pendant leur développement. En plus, on leur a administré des doses d'alcool. Bon, le résultat, c'est que tout cela leur a conféré une toute petite stature, hein, et un niveau intellectuel très bas. Ensuite, on les conditionne par des techniques pavloviennes pour le travail pour lequel ils ont été prévus, et donc ils travailleront dans la joie, ils ne poseront pas de problèmes sociaux, puisqu'ils seront incapables de prendre conscience de leur sort.
Et quand ils seront usés, ils mourront très vite et seront immédiatement oubliés. Question peut-être provocatrice, certaines personnes dans le monde ou même dans notre pays ne sont-elles pas traitées un peu comme les avortons d'Huxley? L'approche intersectionnelle a montré les effets cumulatifs de différents facteurs sur la santé. Certaines personnes se trouvent en effet à l'intersection, à la confluence de plusieurs situations de vulnérabilité. Je m'en occupe. C'est ainsi qu'on en arrive au processus d'incorporation des inégalités sociales. Incorporation au sens strict, l'inscription dans le corps. Ce que certains auteurs ont décrit comme les processus par lesquels l'environnement social pourrait pénétrer sous la peau. Dans notre pays, en 2019, un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Ce sont les données de l'INSEE de 2018. Or, à sa période précoce, l'organisme est très sensible aux facteurs de l'environnement. Les résultats de la cohorte ELF de l'INSERM, qui ont été rendus publics l'année dernière, montrent qu'un faible statut socio-économique augmente significativement la probabilité d'un déficit pondéral, qui est lui-même un très bon prédicteur de l'état de santé ultérieur. Ajoutez à ça d'autres facteurs. Par exemple, un régime alimentaire de mauvaise qualité, une hygiène approximative, faute d'équipement, un environnement chimique nocif, par exemple des perturbateurs endocriniens, dont on sait maintenant qu'ils entraînent une diminution des scores au quotient intellectuel et un risque augmenté des déficits d'attention et des troubles du spectre de l'autisme, un sommeil de mauvaise qualité, des facteurs psychosociaux délétères, le stress des individus ou de leurs parents, un accès insuffisant au système de soins. Puis comme si ça ne suffisait pas, ajoutez encore, puisque tout s'accumule dans ces quartiers, c'est dans les approches intersectionnelles, n'est-ce pas? Des conditions d'enseignement souvent dégradées, et vous avez la recette parfaite pour fabriquer un bonsaï humain. Pour couronner le tout, une discipline relativement récente, l'épigénétique, vient nous montrer que certains déficits qui n'altèrent pas l'ADN en lui-même peuvent néanmoins se transmettre aux générations suivantes. Depuis le 1er janvier 2019, j'ai recensé 1350 travaux scientifiques consacrés aux effets épigénétiques d'une combinaison de facteurs de risque liés à la stratification sociale. Pierre Bourdieu avait déjà mis en évidence les effets cumulatifs du capital financier, du capital culturel, du capital relationnel. Manifestement, il va falloir y ajouter une nouvelle forme de capitalisation transgénérationnelle, celle des facteurs de santé physique et mentale. N'allez pas croire que je noircis le tableau, il suffit parfois d'aller 2 rues plus loin que chez soi. En France, aujourd'hui même, entre 900 000 et 1,3 million de personnes sont contraintes de vivre dans de très mauvaises conditions. Je vous conseille d'aller examiner les définitions administratives du logement indécent, du logement insalubre et du logement indigne. Vous verrez qu'il y a en plus une gradation. Ange Jonas avait introduit le concept de responsabilité des générations présentes vis-à-vis des générations futures. Nous sommes maintenant face à une variante de ce principe qui pose de redoutables problèmes éthiques. Par exemple, est-il acceptable et juste d'agir contre les libertés d'une génération ou de certains de ses membres, par exemple la liberté de fumer pour une femme enceinte, au nom de la protection des générations futures? Si on ne prend pas des mesures adéquates et efficaces, on va vers une fraction abandonnée de la population en mauvaise santé physique et mentale, celle que j'ai appelée un peu de façon provocatrice les avortons, qui risque de transmettre de graves déficits à ses descendants. La différence d'avec les avortons d'Huxley, c'est que dans le meilleur des mondes, les avortons étaient programmés pour travailler dans la joie. Dans notre cas, ils ne présentent strictement aucun intérêt économique, mais plutôt un fardeau qu'il faudra traiter avec plus ou moins bien, ou laisser dans les rangs où ils se trouvent déjà trop souvent. Remédier à cette situation nécessitera imagination et courage politique. On peut donc craindre le pire, et je ne parle pas de l'imagination. Bon, maintenant, du côté du surhomme, tournons le dos à l'avorton, regardons les surhommes en face. Là, on entre dans le transhumanisme, on va pas développer. Je rappellerai simplement qu'il s'agit de passer de la réparation à l'augmentation délibérée et infinie des capacités, par tous les moyens que la science met à notre disposition, les substances chimiques, les implants divers, les modifications génétiques.
En novembre 2017, dans la presse scientifique, on remarque qu'on a pu implanter, dans un autre contexte, mais quand même, un circuit de stimulation intracérébrale qui booste la mémoire. Le mouvement est en marche. Alors, rien que pour le plaisir, entrons quelques instants dans la science-fiction. Le terme, doit-on dire ultime, de notre évolution serait donc l'uploading, c'est-à-dire la réplication complète du cerveau humain, sous-entendu de l'esprit, dans un ordinateur. Là, nous abandonnerions définitivement notre enveloppe charnelle. Se posera quand même la question des mises à jour du logiciel de conservation et de ses bugs éventuels. Naturellement, bon, là, des situations intéressantes risquent fort de se produire. Sans compter qu'il reste une autre question, c'est qu'est-ce qu'on va faire des corps? Est-ce que la poubelle est l'avenir de l'homme? Une fois terminé le transvasement de l'esprit d'un individu dans l'ordinateur, est-ce qu'on va être en présence de deux individus, donc l'un biologique qui va continuer à vivre sa vie, imaginez que vous le fassiez, et l'autre qui va se mettre à vivre sa vie propre, in silico? Je voudrais bien assister au dialogue entre ces deux entités, ça risque d'être assez surréaliste. Bon, cette hypothèse n'est ni pour demain, ni pour après-demain, ni même pour l'année prochaine, mais ça pose quand même un problème philosophique, c'est est-ce que l'esprit est réellement quelque chose d'absolument distinct du matériel, ou est-ce que ce n'est que le simple résultat du fonctionnement d'un système nerveux qui lui-même fait partie d'un organisme? Bon, on n'arrête pas le progrès, En novembre 2018, vous en avez tous entendu parler, le chinois Ren Kui a déclenché un tollé mondial en annonçant avoir mis au monde 2 jumelles génétiquement modifiées. C'était une modification qui consistait à inactiver un gène par les techniques CRISPR. Et c'était censé leur conférer une résistance naturelle au virus du sida. Tout le monde s'est demandé pourquoi ça lui était passé par la tête de conférer à l'avance une résistance au sida jumelle. Mais bon, une nouvelle étude vient de sortir qui montre que cette manip, au moins chez l'animal de laboratoire, augmente les capacités cognitives. Le mouvement est en marche. 2 questions pour terminer. Dans le domaine du travail, est-ce que les personnes améliorées, donc plus efficaces, auront un avantage au recrutement, à l'embauche? Si c'était le cas, ça mettrait la pression sur tout le monde et ça créerait un emballement du système, exactement ce qu'on a observé pour le dopage dans le sport. Mais là, ça serait généralisé. Et deuxièmement, est-ce qu'on verra se constituer différentes catégories de personnes en fonction des capacités augmentées qu'elles auraient pu se payer? Je ne parle pas de caste, et il y aura certainement bien d'autres problèmes, mais peut-être pour dans pas longtemps. Alors, en conclusion générale, animal, robot, surhomme, avorton, l'humanité, à mon avis, ne s'engagera pas dans une voie particulière. Vraisemblablement, elle s'engagera dans les 4 et peut-être d'autres, à la fois, mais ce ne seront pas les mêmes groupes de personnes qui avanceront dans telle ou telle direction. Et c'est bien ça qui pourrait engendrer une série de clivages encore jamais vus dans notre histoire. Est-ce que ça changera l'essence de l'humain? J'avoue que, ayant déjà beaucoup de mal à la définir, je ne sais pas si ça la changera. Dans un entretien avec Jacques Chancel, en décembre 1976, René Etiamble faisait la remarque suivante: nous ne connaîtrons l'homme que lorsque le dernier homme sera mort. Effectivement, alors on pourra faire le bilan. Le seul problème, c'est qui sera là pour le faire, n'est-ce pas? Alors, en attendant, je poserai simplement cette question. Pour l'avorton, en mauvaise qualité, en mauvaise santé, à l'espérance de vie très limitée, au patrimoine génétique altéré par ses conditions de vie, dont la seule préoccupation est sa survie au quotidien, sans le moindre espoir d'amélioration, quelle sera sa consolation au soir de sa vie de savoir qu'il recélait en lui l'essence de l'humain? De nombreux travaux scientifiques illustrant les différents axes que j'évoquais ont d'ores et déjà abouti dans les laboratoires et quelquefois sur des animaux très proches de l'humain. La seule barrière au passage de l'humain, c'est la loi. Or, la loi n'est que la formalisation d'une morale qui elle-même repose sur un socle de valeurs. Et les valeurs, malheureusement, n'ont pas l'air d'être innées chez l'être humain. La notion de progrès ne nous dit pas dans quelle direction il faut avancer. À nous donc de choisir les valeurs qu'il faut promouvoir parce que nous les jugeons importantes ou sacrées, si nous ne voulons pas altérer notre projet pour l'essence de l'humain. À nous, pour reprendre la parole de Jacques Monod que je citais en entrée, de choisir entre le royaume et les ténèbres. Je vous remercie.